Eh bien, bonjour à tous. Tout d'abord, je suis désolé qu'en cette période de Covid, nous ne puissions pas être ensemble. Euh, donc, je vais vous présenter quand même en faisant semblant que vous soyez tous là. On a besoin de ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'IA entre rêve, espoir et réalité. Il y a eu beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir sur l'IA. Il y a beaucoup de choses très intéressantes sur l'IA. Il y a aussi des choses qui n'ont pas marché. Donc beaucoup d'espoir sur l'IA, en particulier dans cette période de Covid. Cependant, des études ont montré, à travers EY, que l'indisponibilité des données pertinentes au niveau du Covid n'a pas permis à l'IA d'apporter des réponses satisfaisantes et d'aider suffisamment. Pourquoi ça On peut se poser la question, et c'est intéressant d'étudier cet aspect-là. On sait que l'intelligence artificielle potentiellement apporte énormément de choses, mais pourquoi sur le Covid ça n'a rien apporté? Alors, en fait, on a la technique, on a la puissance, on a tout ce qu'il faut. Par exemple, nos smartphones sont 70 000 fois plus puissants que l'ordinateur d'Apollo 11. Donc c'est quand même énorme, cette puissance. Et ça, on ne parle que d'un smartphone. Pour autant, on n'avait pas les données pour apprendre. Pourquoi on n'avait pas les données? C'est plutôt simple. C'est qu'en fait, si vous prenez des hôpitaux qui étaient dans le rush, dans le premier confinement, mais qui ont continué de l'être ensuite, essayer d'organiser quelque chose autour de la récupération des informations autour des patients, comprendre quels médicaments donnent quels résultats dans quelle thérapie, et suivre les thérapies, etc. C'était quelque chose qui n'était pas organisé, et donc on n'a pas pu obtenir les données, ce qui nous aurait permis, à travers l'IA, de progressivement assimiler quelles sont les meilleures thérapies, parce que l'IA aurait pu nous permettre d'obtenir ce genre d'informations. Or, ça n'a pas été le cas. Pourquoi ça n'a pas été le cas? Parce qu'en fait, l'IA travaille uniquement avec les données qu'on lui donne, et donc il faut organiser autour de l'IA le rassemblement de ces données-là, en particulier des données Covid, pour que l'IA puisse nous donner des informations. Donc on va aller plus loin là-dessus, on va la regarder, qu'est-ce que c'est que l'IA précisément, et qu'est-ce qui se passe avec les données, comment l'IA travaille sur les données. Donc, est-ce qu'on peut aller plus loin? Parce que l'IA, ce n'est pas seulement une analyse de données, est-ce qu'on peut aller plus loin qu'une simple analyse de données? Alors pour ça, on va déjà faire un tour de table, un petit peu un tour d'horizon de la différence entre l'homme et de l'IA, puisque l'IA, c'est quand même intelligence artificielle, il y a le mot artificiel qui nous montre qu'on cherche à faire la même chose que l'intelligence. Donc on a besoin de comparer l'intelligence, l'homme, avec l'intelligence artificielle. Ces points de comparaison sont importants pour qu'on puisse avoir une vision de jusqu'où on peut aller avec l'IA. Et c'est ce que je voudrais vous amener, c'est cette vision de jusqu'où on peut aller avec l'IA. Alors, l'homme, ici, est capable de percevoir le monde. Mais en fait, l'IA aussi est capable de percevoir le monde. Pourquoi l'IA perçoit le monde? Simplement parce qu'elle peut percevoir les données qu'on lui donne à ingérer et à analyser. Donc c'est une perception à travers les données. L'IA peut percevoir des vidéos, des photos, des images, peut percevoir aussi du texte, peut percevoir du son. Donc c'est une perception. Donc clairement, des deux côtés, on a une intelligence de perception sur l'IA et sur l'homme. Ça, c'est important de le noter. Ensuite, deuxième point que je pense vous avez tous vécu, peut-être pas les plus jeunes, mais en tout cas vous vivez ça avec une calculatrice, une simple calculatrice. Si vous voulez faire 123 x 111, le résultat, vous ne le connaissez pas. Moi, je ne le connais pas, et vous ne pouvez pas le calculer. Par contre, si vous tapez ça sur une calculatrice, vous aurez le résultat de façon instantanée. Donc c'est ce qui montre bien que même une calculatrice est capable de faire des traitements, et c'est tout petit, et aujourd'hui ça coûte 1 euro. Ce sont des processus que nous, êtres humains, ne savons pas bien traiter. Soit calculer rapidement, soit encore plus traiter des grandes données. Si je vous donne 1 milliard de fichiers à regarder, c'est 300 000 bibles, c'est juste impossible à lire et on n'y arrive pas. Par contre, les ordinateurs le font très bien et l'IA le fait très bien. Et c'est une grosse qualité de l'IA. Ces deux aspects-là, qui sont en vert ici, sont tout à fait traités par l'IA et donnent un gros avantage dans beaucoup de cas, au traitement d'intelligence artificielle. C'est une différence importante avec l'homme, donc c'est intéressant de le noter ici. Ensuite, on regarde d'autres fonctions de l'intelligence. Alors là, j'en ai cité quelques-unes, mais c'est penser, comprendre, rêver, pourquoi pas, c'est une fonction de l'intelligence, mais aussi concevoir, créer, inventer. Tous ces termes-là, aujourd'hui, dans un premier temps en tout cas, et on va regarder ça,
est-ce que l'IA peut faire ce genre de choses? C'est intéressant de regarder. Est-ce qu'on peut aller plus loin avec l'IA sur ces sujets-là? Peut-être rêver. Est-ce que l'IA peut être consciente? Là, on regardera ça à la fin. C'est un point aussi intéressant. Mais ici, un autre point qu'on peut regarder, c'est la décision. Alors déjà, la décision, qu'est-ce que c'est? La décision, c'est à partir d'un certain nombre d'informations qu'on connaît, on réfléchit, on regarde, et on se dit, tiens, je vais faire ça. Par exemple, je décide aujourd'hui de prendre des vacances et d'aller me promener au bord de la mer. C'est une décision. Alors, est-ce que l'IA prend des décisions? En fait, on va regarder ça. Pourquoi l'IA prend des décisions? Est-ce qu'elle peut prendre des décisions? Alors, si vous regardez un exemple simple, qui a un traitement GPS, donc ce qu'on utilise tous les jours, je préfère vous donner des exemples très simples comme ça pour que vous puissiez bien voir ces aspects-là. Qu'est-ce que fait un GPS? Un GPS, il calcule un chemin d'un point à un autre que vous lui avez donné, et ensuite il va vous dire tournez à droite, tournez à gauche, allez tout droit. Okay, et à chaque fois qu'il vous dit de tourner à droite ou de tourner à gauche, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez suivre ce qu'il vous propose. Et d'une certaine manière, vous allez passer du point A au point B en suivant toutes les instructions du GPS, et au final, vous avez suivi toutes ces décisions. Donc, vous pouvez dire, oui, le GPS prend effectivement une décision pour nous, il prend des décisions. Il n'y a pas de différence, en fait, entre nous qui prenons une carte et qui choisissons d'aller à droite ou à gauche, et le GPS qui nous dit ça. Alors, bien sûr, nous, en tant que personne, on peut prendre la décision de ne pas suivre le GPS, mais là n'est pas le sujet. Le sujet est simplement de dire, oui, il y a des décisions qui sont prises par les machines, d'ailleurs l'IA en général, mais on peut même aller plus loin en parlant par exemple d'une machine à laver, la vaisselle, donc c'est pas très intelligent, pourtant ça prend plein de décisions dans son cycle de lavage, de commencer à laver, de faire tourner les tambours, d'arrêter les tambours, de faire essorer, etc. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises à l'intérieur de la machine. Alors, on va creuser un petit peu, là je vais être un peu technique cette fois-ci, pour vous présenter un peu plus la compréhension et est-ce qu'on peut comprendre, ça c'est le sujet suivant de cette présentation, c'est est-ce que l'IA est capable de comprendre? Qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Alors pour ça, je vous donne une photo d'une petite fille toute colorée qui en fait est la représentante des enfants qui apprennent à parler et qui apprennent les concepts. Par exemple, si vous avez eu des enfants, vous avez pu dire à un moment donné à votre fille ou à votre fils, tiens, regarde, c'est un chien. Et la première fois, elle va aller le toucher, le caresser, etc. Et puis elle va avoir un deuxième chien peut-être, ou un troisième, vous allez lui montrer un ou deux chiens, ou trois chiens. Et après, quels que soient les chiens, elle a reconnu que c'était un chien. Donc vous voyez qu'il y a un processus d'apprentissage, comme l'IA si vous voulez, mais qui est très rapide. Avec 2-3 exemples, un enfant comprend déjà ce que c'est qu'un chien. Alors, fort de cette observation, on s'est dit, je me suis dit, est-ce qu'on peut essayer de reproduire en partie ce mécanisme de compréhension dans une machine? Alors, pour aller plus loin, je vous présente un tout petit peu ce que c'est que l'intelligence artificielle basée sur les réseaux de neurones. Et c'est un peu technique, et je m'en excuse d'avance. Les réseaux de neurones sont en fait une combinaison, un calcul d'optimisation de polynômes, on peut le dire comme ça. Je l'ai dit, tant pis. Les polynômes sont des équations du premier degré avec x variables. Et en fait, ce que fait le réseau de neurones, c'est qu'il a un certain nombre d'entrées, ces données d'entrée. Il va calculer une optimisation à partir d'éléments d'apprentissage. Donc, par exemple, il va avoir 50 photos de chiens. Et progressivement, il va regarder toutes ces photos-là. Et on va lui dire, tiens, ça c'est un chien, ça c'est un chien, comme avec les enfants. La différence avec les réseaux de neurones et l'enfant, c'est qu'il faut peut-être 3 000, 4 000, 5 000 photos de chiens pour qu'ils puissent comparer les chiens et les chats, par exemple, ou les chiens et les autres animaux. Donc on voit qu'il y a une différence, et on peut se demander ce que c'est. Moi, ce que je dis, et peut-être que je m'avance là-dessus, c'est de dire, en vrai, le réseau de neurones est un réseau plutôt de perception, et donc il apprend à son niveau, qui est un niveau de perception. Or, nous, on est à des niveaux de compréhension, donc on apprend plus vite. Donc, tout ça pour vous dire que ce qu'on voulait faire, c'est essayer de coder un système d'apprentissage à un niveau de compréhension plutôt qu'un niveau de perception. Pour ça, on est parti sur un modèle d'apprentissage qui est basé sur la catégorisation d'intention. Alors c'est un grand mot, ça veut simplement dire, on est parti sur un corpus d'environ 70 000 phrases plutôt au niveau bancaire, c'est-à-dire je veux
par exemple, une intention, c'était « je veux changer ma carte parce qu'elle ne marche plus » ou bien « je veux remettre de l'argent » ou « pourquoi ma carte est bloquée ». Ça, c'est 3 intentions différentes qui ont été exprimées, qui sont exprimées dans le corpus qu'on a regardé par un certain nombre de phrases, environ 200, 300 phrases par intention, et on dit « on veut lui faire apprendre ça ». Donc, vous voyez que là, on est plus sur des modèles de compréhension plutôt que des modèles de perception, dans le sens où ce sont des phrases, c'est quelque chose qu'on comprend un peu plus comme une perception symbolique des choses et pas comme une perception à travers les yeux ou les oreilles. Et donc, ce qu'on fait ici, c'est apprendre, avec cet exemple-là que je vous donne, des grammaires automatiquement. Hein, en fait, le principe d'apprentissage est exactement le même, mais on apprend avec des grammaires. Et on fabrique des grammaires spécifiques qui vont représenter l'ensemble de ces intentions. Donc le résultat, je vais vous le donner ici. C'est un résultat préliminaire, mais je trouve que c'est intéressant de le présenter parce qu'il vous donne les différences avec des systèmes existants, hein, que ce soit, alors les noms ici, mais ce sont les grandes entreprises comme Microsoft, comme Google, etc., qui travaillent sur les réseaux de neurones dont je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, ce qu'on compare en vrai, et c'est simplement ça que je vais vous montrer ici, on veut comparer une compréhension à travers un modèle de perception. Vous voyez, une compréhension à travers un modèle de perception, vous voyez la différence. Et une compréhension à travers un modèle, je dirais plus de compréhension, puisqu'on est sur des grammaires, sur des modèles symboliques qu'on comprend, nous, qu'on apprend à l'école, hein, tout simplement. Donc on parle vraiment de compréhension. Et vous voyez le résultat, c'est que pour tous les modèles de perception, on est plutôt à 90%. Pour les modèles de compréhension, on arrive à monter à 100%, un peu comme les enfants. Voilà, donc ça c'est une simple expérience que je voulais vous présenter, qui a l'énorme avantage de peut-être démontrer un peu la différence entre un apprentissage par perception et un apprentissage par compréhension. Donc, la réponse à la question « est-ce qu'on peut coder de la compréhension avec de l'IA » ben, la réponse elle est plutôt oui quand même, mais à condition de travailler sur des modèles qui sont très différents, des modèles de calcul qui sont très différents des modèles basés uniquement sur les réseaux de neurones. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce qu'on peut aller plus loin sur la conception, la création, l'invention, la conscience ? Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Je ne sais pas si vous avez vu ça dans le passé, mais il y a des artistes, peintres, qui se sont amenés, qui ont été amenés à faire des peintures très créatives. Ils utilisaient un âne, ils trempaient la queue de l'âne dans de la peinture, ils faisaient en sorte que l'âne fasse de la peinture. Et on peut considérer que c'est la création, que l'âne a fait une création et a fait une peinture. On peut le considérer, mais en même temps, il ne faut pas se tromper. C'est quand même l'artiste qui a poussé l'âne à faire ça. Ou bien, si on jette... la nature en elle-même, quels que soient les événements, toute la nature est création d'une certaine manière, mais c'est une création qui n'est pas construite par une conscience qui sait ce qu'elle veut faire. D'accord ? Donc ici, on va regarder si c'est possible ou pas qu'une intelligence artificielle, en prenant un exemple d'intelligence artificielle plutôt très avancée, et regarder, et là je vous poserai les questions parce que la réponse, je vous en donnerai une qui sera la mienne, mais vous pouvez vous poser cette question et vous demander ça, et peut-être que vous trouverez des réponses que moi je n'ai pas trouvées, et ce sera tant mieux, mais je vais vous présenter cet exemple. On prend l'exemple de la voiture autonome. Donc vous voulez comparer deux choses. Vous voulez comparer une voiture avec un être humain dans la voiture. Donc l'être humain dans la voiture, il a ses caractéristiques de création, de conscience, etc. Et la voiture, qui elle n'a pas ces caractéristiques. Alors, ce que je peux vous présenter, c'est vous dire simplement, dans la voiture, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des algorithmes, des polynômes, de l'intelligence artificielle, beaucoup de traitements qui sont basés à la fois sur de l'IA, réseau de neurones et d'autres traitements, et qui sont, globalement, on peut dire des algorithmes. Et donc, ce que vous avez en fait dans une voiture autonome qui fonctionne bien et qui tourne bien, c'est quelque chose qui est plus sophistiqué, mais qui reste de même nature. Et ça, c'est ce que je vous présente, et c'est ma compréhension de la chose. Ça reste de même nature qu'une machine à laver. C'est plus complexe, ça fait plus de choses, ça a plus de capacité
de calcul, plus de capacité de décision, plus de capacité, parce qu'une voiture autonome va décider de tourner à droite, de freiner, d'accélérer, etc. Énormément de décisions, mais ça reste une machine à laver. Et donc pour moi, et c'est un peu ce que je voulais vous dire ici, c'est l'IA ne rêve pas, elle ne crée pas, elle perçoit et agit, ça c'est sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais elle ne crée pas, elle ne rêve pas, elle ne peut pas le faire. Donc qui rêve, qui crée, qui a une conscience, le conducteur ou la voiture autonome, est-ce que les deux peuvent le faire? Je vous ai donné ma réponse, mais c'est intéressant parce que ça donne quand même un aspect important, je pense, de la part de quelqu'un qui connaît un peu le sujet de l'IA, c'est de dire l'homme a encore toute sa place face à l'IA, et je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter de trop de ces messages où l'IA prendrait le pouvoir, un peu comme un Terminator. Je ne pense pas que ce genre de choses arrivera. Et d'ailleurs, si je peux me continuer à rêver, parce que j'aime rêver, j'aime donner un avenir radieux à l'intelligence artificielle et à l'homme, ce que je voudrais vous montrer, voilà, c'est qu'en fait le rêve c'est la combinaison. Et c'est déjà le cas, mais je pense qu'il faut aller plus loin et traiter davantage ce système homme-IA comme un tout et comme quelque chose qui va permettre d'aller beaucoup plus loin, encore plus loin que ce qu'on peut faire. Et on va combiner, comme vous le voyez ici, la capacité de l'IA à traiter de grandes données et à calculer rapidement les choses, combiné à cette perception et cette décision, et on va combiner ça avec l'homme qui lui-même est capable de penser, comprendre, rêver, concevoir, créer, inventer toutes ces choses qui font l'innovation, qui font la grandeur de l'homme, et qui font que l'homme est capable de se dépasser à chaque instant. Je pense que c'est ça, combiné à l'IA, qui peut nous amener beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Donc je pense que c'est ce message-là que je voulais vous passer à travers une analyse de l'IA, c'est qu'on peut vraiment aller plus loin. Donc en conclusion, l'IA reste une combinaison de polynômes, une machine à laver, rien de plus, une machine à laver très complexe, et il faut garder, je pense que c'est même presque opérationnel de garder cette vision de l'IA pour faire ce travail de combinaison entre l'homme et l'IA. C'est vraiment important de voir cette vision comme ça. Par ailleurs, mon message aussi, c'est que l'IA n'est pas limitée au réseau de neurones, même si aujourd'hui c'est très prégnant dans la science. Il y a d'autres façons de faire de l'IA, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui sont parfois plus adaptées, et qui peut-être sont la préfiguration d'une IA qui comprend davantage de choses. Et ça, c'est très intéressant. Et enfin, comme je vous l'ai dit, la meilleure combinaison, ça reste quand même celle de l'homme et de l'IA, et c'est mon message, qui est à la fois un message, je pense, rationnel, et aussi un message d'espoir. J'espère vraiment, et je pense réellement, que c'est cette voie-là qu'il faut qu'on suive dans le futur. Voilà. Et je vous remercie beaucoup pour cette présentation. J'espère qu'elle a pu vous ouvrir d'autres voies et d'autres façons de penser, et peut-être vous allez créer des startups et inventer des choses avec de l'IA, mais en pensant que vous êtes au contrôle et aux manettes de ce que vous allez créer. Voilà. Merci beaucoup.